et c'est au moins aussi intéressant, des jeunes retraités militaires. Vous savez que lorsque vous êtes un officier, vous pouvez prendre votre retraite à 55 ans. Vous avez un certain nombre d'officiers français qui vont faire leur deuxième carrière après 55 ans en allant travailler par exemple pour les grands groupes industriels français dans les pays du Sud, par exemple en Afrique, pour constituer des milices privées qui vont protéger par exemple des villages, Total au Nigeria. Et ce sont ces milices privées qui protègent les expatriés français qui vont travailler dans ces villages. Si vous voyez un petit peu comment ça fonctionne, puisque je suis allé dans ces villages, et Total n'est évidemment pas le seul à avoir ce type de dispositif, hein. Ce sont des enceintes protégées par des murs de 4 ou 5 mètres de haut, avec des barbelés, des miradors, des chiens, de la milice privée, de la protection à l'entrée qui est capable de résister à une attaque militaire de niveau maximal. À l'intérieur, vous avez la piscine, la salle de concert, la salle de cinéma, le restaurant de luxe, le cours de tennis. Et on lave les voitures avec de l'eau potable, et à l'extérieur, les gens n'ont pas d'eau potable à boire. Lorsque les expats vont travailler sur le site d'exploitation, ils sortent de ce petit havre paradisiaque dans des bus militarisés, Jeep à l'avant, militarisés à l'avant, à l'arrière. On ne s'arrête pas au feu rouge, talkie-walkie, tout est chronométré pour être sûr qu'il n'y a pas de détournement, etc. Et le seul contact que les expats ont avec la population locale, c'est de saluer les Nigérians à travers la vitre du bus, c'est tout. Pour le reste, ils ne les rencontrent jamais. Et puis, à l'intérieur du petit havre paradisiaque, vous avez, dans le meilleur des cas, la femme de l'expat qui est là, qui passe ses journées à la piscine avec la femme de son collègue, enfin du collègue de son mari, et qui dépense une partie du salaire de son mari chez le psy, parce qu'évidemment, ça la rend complètement dingue au bout de quelques années. Information d'où pour le psy? Parce que l'une d'entre elles m'a raconté ça. Donc je suis allé, en fait pour tout vous dire, je suis allé faire une enquête au sud du Nigeria, dans le delta du Niger, pour Total. Et donc en fait Total est conscient des difficultés qu'il rencontre avec ce type de dispositif. Total se disait, donc il y avait des cadres dirigeants de Total tout à fait ouverts et intelligents qui m'ont dit, voilà, on ne comprend pas, ça fait des années qu'on met des millions sur la table pour, d'une certaine manière, acheter notre droit d'opérer dans la société nigériane et faire en sorte que les populations nigérianes arrêtent de saboter les pipelines, de faire sauter des bombes sur nos exploitations, etc. Expliquez-nous, aidez-nous à comprendre pourquoi ça ne marche pas. Alors évidemment, vous voyez, tant que vous êtes prisonnier du petit village paradisiaque et que vous ne pouvez pas rencontrer les gens autrement qu'à travers la vitre, voilà, vous ne pouvez absolument pas comprendre ce qui se passe. Donc ce que j'ai fait avec une amie qui s'appelle Cécile Renoir, c'est qu'on est allé, nous, se balader dans les villages et enquêter dans les villages. On a fait des enquêtes. Évidemment, c'est assez dangereux puisque les Français là-bas, les Blancs de manière générale, sont kidnappés très très vite par des groupes qui ont très bien compris que le kidnapping, c'est une opération extrêmement lucrative, hein. Donc à l'époque, on y était. Nous, on a passé 3 semaines dans les villages. Il y a eu des expats qui travaillaient pour un pétrolier néerlandais qui ont été kidnappés. Et la rançon, ça a été $1 million par personne. Voilà, payé en quelques heures, évidemment, rubis sur l'ongle, par la société pétrolière. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé s'installer dans un hôtel où il n'y avait pas l'électricité, et où donc les gens n'imaginent pas qu'il puisse y avoir des blancs. On circulait dans une voiture banalisée, on n'allait jamais manger au même endroit 2 jours de suite, etc. Et puis on a été protégé en fait par les paysans nigérians, extrêmement sympas vis-à-vis de nous, qui à un moment, on était en train de se balader dans la forêt, nous ont dit n'allez pas plus loin parce que là-bas il y a un camp de rebelles, si vous entrez là-dedans ils vont vous kidnapper. Donc on a été relativement protégé par les Nigérians avec lesquels on travaillait. Tu es au courant que tu étais prêtre? Oui, j'étais au courant que j'étais prêtre. C'était aussi un moyen de signaler que je ne vaux rien sur le marché du kidnapping parce que l'Église est connue pour ne pas payer les rançons. Donc assez souvent, j'ai mis un col romain pour signaler ça. Si vous êtes un ravisseur, sachez que je ne vaux rien. Donc ne vous fatiguez pas à essayer de me kidnapper. Voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au bout de 3 semaines, les étudiants nigérians avec lesquels on travaillait avec l'université de Port Harcourt, nous ont dit, écoutez, là maintenant, on est angoissé, on est stressé parce qu'il y a des bad boys qui entourent l'hôtel où vous vivez et on pense que vous avez 1 heure pour partir. Et donc, on est parti. Et là, on est allé se réfugier dans un hôtel, dans un village Total pour échapper aux ravisseurs. Mais on a quand même réussi à rester 3 semaines et à comprendre ceci qui est fondamental, qui est que c'est ce qu'on a dit finalement à la direction de Total. Tout ça, c'était il y a une dizaine d'années. Hein. C'est que finalement, le mécanisme même par lequel Total essaie, entre guillemets, d'acheter la paix sociale au Nigeria est responsable de la violence. Pourquoi? Parce que supposez que vous vouliez faire passer un pipeline en brousse. Bon.
En fait, la brousse, à l'état naturel, ça n'existe pas. Vous avez toujours un village qui n'est pas très loin. Et donc, le territoire sur lequel vous allez faire passer votre pipeline appartient à quelqu'un. Et donc, si vous arrivez sur les terres qui appartiennent à M. Oukiva, par exemple, vous allez les dédommager. Mais vous allez les dédommager avec des sommes qui, pour nous, Européens, paraissent complètement dérisoires, mais qui, pour eux, les Nigérians, sont des sommes colossales. Et donc, vous faites passer quelqu'un dans un village du jour au lendemain, disons d'un État qui n'est pas très, très éloigné, malheureusement, de l'âge de pierre en termes technologiques, à, disons, une puissance monétaire qui est extraordinaire. Donc, pour lui, c'est une manne inouïe. Du jour au lendemain, M. Oukiva s'en va, quitte le village, abandonne sa femme et ses enfants, et va se refaire une vie à Lagos, par exemple, avec les moyens financiers dont il dispose, qui sont inouïs. Et puis son voisin, Oukivo, qui est son copain de toujours, avec qui il était à l'école, dont les parents ont connu les parents d'Oukiwa, etc., depuis des générations, lui, son lopin de terre est juste 5 mètres à côté de l'endroit où passe le pipeline, donc lui, il n'a rien. Donc il est là, M. Oukivo, lui, vis-à-vis de sa femme, il paraît, c'est le nul du village, quoi. Donc sa seule issue pour lui, c'est de faire semblant d'avoir aussi touché la manne. Il part aussi à Lagos, mais il atterrit à Lagos dans les bidonvilles qui sont construits, c'est des bidonvilles lacustres, qui sont construits sur le lac qui sert de dépotoir aux eaux usées, dans lesquels il y a une odeur pestilentielle qui règne en permanence toute l'année. Et il n'ose pas dire à sa femme que lui, en fait, c'est un pauvre des pauvres qui vit dans le slum de Lagos. Vous voyez. Et donc ça détruit le lien social dans les villages nigériens. Parce que dans les villages, il reste qui? Il ne reste plus que les personnes âgées, les femmes, les invalides et les enfants. Et donc avec ça, vous ne pouvez pas vivre. Donc par exemple, lorsque quelqu'un est désigné comme chef d'un village aujourd'hui, dans ces régions-là, il doit signer un papier dans lequel il s'engage vis-à-vis de sa propre communauté à rester au village s'il devient le chef du village. Pourquoi? Parce que vous avez un certain nombre de chefs du village qui ont compris qu'ils pouvaient aller négocier leur posture de chef, la chefferie traditionnelle, auprès des pétroliers en disant écoutez, voilà, maintenant je suis le chef de tel village, pas loin de Nelga, soit vous me donnez de l'argent, soit en fait vos pipelines vont sauter demain matin. Parce que je vais lâcher ma population sur vos pipelines, donc vous voyez. Et évidemment, pétrolier, parce que c'est beaucoup plus simple, jette l'argent pour avoir la paix. Et donc le gars s'enfuit du village et va essayer de mener la belle vie à Lagos. Donc vous voyez, la déstructuration du lien social est extrêmement puissante et en fait est induite elle-même par, d'une certaine manière, la bonne volonté du pétrolier qui veut juste pouvoir continuer d'opérer tranquillement sur les territoires et qui ne se rend pas compte